volume qui se traite ici, un gros volume ici, et ici c'est du gruyère. Il n'y a pas de volume. Ça, et c'est exactement ce qu'on voyait dans le carnet d'ordre sur cette présentation, où à la place de 75 et 70, là vous voyez 75 et 70, en fait sur le graphe c'est 24 et 13. Et tout le travail, ça va être de scalper cette zone-là. Donc hier, en fait, je short 24. Le marché action, le CAC et le DAX font un plus haut, un deuxième plus haut, et au troisième plus haut, je me dis, il y a vraiment une grosse pression acheteuse sur les marchés actions en général. Donc j'ai scratché ma position. J'ai scratché ma position parce que je me suis dit, quand ça a débouclé la position. J'ai débouclé ma position plate parce que je me suis dit, peut-être que ce gros intervenant va se faire absorber tous ses ordres et qu'après, il va y avoir un rattrapage parce que l'Eurostoxx est à 5 points de ses plus hauts, alors que le CAC, le DAX venait de faire 3 nouveaux plus hauts. Donc j'ai scratché, mais ça a fait 25 et derrière c'est redescendu. Mais si j'avais été plus patient, ou peut-être si j'avais été pas, si j'étais pas dans une ambiance compétition, je l'aurais peut-être gardé. Mais là, c'était mon premier trade et je voulais pas commencer par un trade où ça c'est un trade qui est assez dangereux parce que si on craque le plus, si on craque le plus haut à 24, ça peut aller très rapidement à 30. Donc pour mon premier trade, je voulais pas être dans une situation où j'ai une cassure de range et que je dois prendre une perte assez rapidement. Donc je l'ai scratché, ça m'a rien coûté, et donc après je suis reparti sur le boom. On a un quart d'heure, donc on essaie de faire un peu plus de positions. La dernière position étant de la journée étant pas très intéressante, ce que tu avais fait le soir, ça ne bougeait pas trop. Est-ce que tu as une position que tu voulais montrer plus spécifiquement? Après sur le boom, ce que je vous ai expliqué là, je vais vous montrer en fait sur le boom. Quand je vous disais que c'est un marché, sur le bull, j'ai décidé ensuite ça c'est le contrat de la dette allemande. C'est un contrat qui est très liquide et qui permet de scalper, parce qu'il y a beaucoup de retours. Donc quand je vous disais que c'est le trading en carnet d'or, en fait on peut trader dans des périodes de range, dans des périodes haussiers et dans des périodes baissières. Le plus important, c'est pour reprendre la méthode de travail, c'est d'identifier, comme on l'a vu ici, ça. C'est le range des gros acheteurs et des gros vendeurs. Sur le boom, ça va beaucoup plus vite que sur l'Eurostoxx, parce que les intervenants, c'est que des institutionnels, et c'est des institutionnels qui doivent placer de la dette et qui ne sont pas là pour scalper pour un tick. Donc on va gagner de l'argent parce que les personnes qui interviennent, elles ne sont pas là pour spéculer sur le boom. En fait, c'est la dette allemande sur 10 ans. C'est-à-dire que quand l'Allemagne veut émettre des obligations, elle va émettre ce produit-là. Donc les banques qui achètent et qui vendent ce contrat-là, c'est vraiment pour couvrir des émissions de dette allemande. Donc on n'a pas vraiment des intervenants qui vont vouloir gagner un tick ou deux, et on va avoir très facilement des opportunités, parce que contrairement aux stocks qui bougent de un tick par un tick, le DAX bouge de 3 ticks ou 4 ticks. Du coup, ça va être, quand on va prendre une position, on pourra faire un tick assez facilement. Donc,
Donc à 15,11 €. Donc là, je vois qu'il y a une grosse pression vendeuse hier. À chaque fois que le marché faisait des plus bas, il y avait un intervenant qui avait énormément de contrats futurs à vendre. Donc ça, vous le voyez dans le carnet. À chaque fois que le marché remonte, vous avez des gros vendeurs qui arrivent et beaucoup d'ordres exécutés market. Par exemple, sur le carnet, ici, vous allez avoir énormément de personnes qui ne vont même pas attendre de se placer mais qui vont vendre market. À chaque retour, il y avait des personnes qui vendaient market. Et ça, la problématique du carnet d'ordre, c'est quelque chose que je peux vous montrer en temps réel, en vous montrant, là, regardez, il y a des personnes qui vendent sur le marché et qui ne prennent même pas le temps de se placer parce qu'ils ont 30 000 contrats futurs à vendre. Par exemple, la Banque centrale d'Allemagne, enfin la Bundesbank dit il faut que j'émette de la dette, vous allez m'émettre pour tant de milliards et il faudra qu'ils se couvrent pour 30 000 lots. Ils vont appeler Deutsche Bank, ils vont dire vendez-nous 30 000 contrats futurs à 138 à la moyenne. Ils vont leur donner une moyenne et la banque va devoir vendre les 30 000 lots avant 11 heures. Et dans ces cas-là, là on voit qu'il y a un gros intervenant qui doit vendre énormément de contrats futurs et qui ne prend pas le temps de placer des ordres ici pour vendre. Il va vendre à chaque fois en vendant market. Il va rechercher des acheteurs jusqu'à trouver un gros acheteur qui va lui prendre les 30 000 lots. Tout le monde a bien compris ce que c'est market, hein, c'est le marché. Donc là, il y a une question. Ouais. Une question derrière. Ouais. Non, c'est le monsieur qui voulait poser une question. Vous aurez peut-être une slide. Levez-vous. Il est où, monsieur, là, qui se lève? Il parle fort. Ou rapprochez-vous. Sur le carnet, c'est assez facile à voir. Un ordre limite, le marché monte et le vendeur va se dire c'est juste une problématique de temps et de la problématique du vendeur, ça va être je dois vendre 30 000 contrats avant 11 heures. Donc si vous étiez à la place de banque où on vous dit vous devez vendre 30 000 contrats avant 11 heures et c'est 10 heures. Le marché, on va dire que ça vaut 2173, c'est plus facile pour que vous compreniez. Est-ce que vous croyez que le marché vaut 113, vous allez vous placer à 78, 77 en espérant que le marché va aller à 78, 77 pour vous exécuter vos lots? Vous ne pouvez pas. Vous allez devoir vendre ici, 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 ici. Alors que si vous placez des ordres, vous allez les placer au-dessus en disant je vais être exécuté. Mais là, vous n'avez pas le temps. Vous avez 1 heure pour écouler tout votre stock. Et plus le temps va arriver à votre date limite, parce que c'est vraiment en termes d'horaire, plus le temps va arriver à votre heure limite, et plus vous allez devoir être agressif et vendre tous vos contrats. Même s'il n'y a plus d'acheteurs, vous allez devoir vendre market parce que vous devez les vendre absolument à une heure précise. Parce que quand vous allez voir, l'ordre va monter, et vous allez voir, il va en balancer pas mal. Donc voilà. dès que vous allez voir, par exemple, là, vous allez... C'est une réflexion de broker, hein, c'est pas une réflexion de trader. Là, vous allez voir que le marché vaut 72. Là, ils vendent 2000 lots. Ça vaut 72 offerts, 71. Là, ils revendent 1000 lots. Ça vaut 71 offerts. Ils revendent 1000 lots à 70. Ils revendent 1000 lots à 69. Ils revendent 1000 lots à 68. Voilà, il mange tous les prix. Voilà, lui, il n'attend pas lui, il n'est pas d'informatique de dire je vais essayer de vendre mes lots à 74, 75. Lui, il a 30 000 lots et s'il faut qu'il fasse baisser le marché de 50 points, lui, c'est pas son souci. Son seul souci, c'est de placer, ce qu'ils appellent placer la dette à un prix et à une heure.
Donc, et ça on le voit dans le carnet, mais on le voit aussi dans un graphe où vous avez une grosse bougie, et vous dites, mais comment ça se fait? Et des fois, vous avez une grosse bougie, ça c'est retranscrit aussi dans les graphes, vous avez une grosse bougie, et après vous avez une grosse bougie à la hausse, où vous dites, c'est n'importe quoi. C'est juste qu'il y avait un intervenant qui devait vendre jusqu'à 11h, et à 11h01, bah cet intervenant il n'est plus là. Donc vous pouvez vous dire, c'est une tendance baissière, je vais me mettre short, mais non, en fait, il n'est plus là. Et peut-être que maintenant, il y a un gros intervenant, Commerzbank, en Allemagne, où ils vont avoir un ordre d'achat de 30 000 lots avant midi. Et eux, ça va être la même problématique. Donc, ça c'est comment on arrive à identifier les gros acheteurs et les gros vendeurs. Et une fois qu'on a identifié ces gros acheteurs et ces gros vendeurs, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va scalper entre ces niveaux, juste avant le premier acheteur et juste avant le premier vendeur. Et pour le fait que ce soit un ordre market ou un ordre placé, vous avez compris la différence qu'il y a? Ouais, ouais. Bah, au fur et à mesure qu'on va arriver à sa deadline, eh ben, il va être de plus en plus agressif selon le nombre de contrats qu'il lui reste à acheter ou à vendre. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu qu'il y avait cet intervenant. Le truc, c'est simplement de le repérer. Voilà. C'est ça qui est et en fait, dans les graphiques, vous n'avez pas ça. C'est pas aisé. Par exemple, une habitude du carnet d'ordre. Voilà, c'est que nous, on est devant, et là, on voit toutes les quantités exécutées. C'est pour ça que là, vous ne l'avez pas en temps réel. Mais si vous avez le marché en temps réel, vous verrez, là, vous voyez les quantités qui sont exécutées. Et quand vous voyez des gros ordres passer, eh ben, vous savez qu'il y a un gros intervenant. Donc, à partir du moment où on connaît après les horaires à laquelle, par exemple, quand je travaillais avec Asset Management, je connais par exemple les horaires à laquelle ils achètent, quand ils font des basculements entre leur portefeuille d'Asset Management, ils gèrent 100 milliards d'actifs. Et des fois, ils basculaient, ils faisaient des rebalancing, ça veut dire qu'ils disaient on veut être plus investi sur les actions que sur les obligations. Et ils disaient on veut être investi à 50% sur les obligations et 50% sur les actions. Et des fois, ils veulent être investis à 70% sur les actions et 30% sur les obligations. Et quand ils font ce basculement entre les actions et les obligations, ils le font une matinée. Et donc, moi je connais à peu près les horaires où ils disent bon, on va vendre pour 30 milliards, c'est pas 30 milliards, généralement quand on fait des basculements, c'est 5 milliards ou 10 milliards d'actions pour acheter ou 5 milliards ou 10 milliards d'obligations. Et ça, ils le font, quand ils le font, on les voit clairement sur le marché parce qu'on voit des quantités qui ne sont pas habituelles. Et en fait, on est un peu des suiveurs de gros intervenants. Et après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on gagne de l'argent sur ces gros intervenants. Ouais. Oui, c'est toujours des quantités exécutées. Les ordres iceberg, c'est ça. Les ordres iceberg, ça va être de 2870, c'est affiché 2000, mais il y en a 10 000 par exemple. Ça veut dire que, tant que, là, imaginons, il va ralimenter à chaque fois. Et nous, on va le repérer, parce que, oui, c'est exécuté. Ça veut dire que nous, quand on va arriver à 2170, on va voir quelqu'un qui vend pour 500, pour 500, pour 500. Donc il reste plus que 500 dans la case. Il y a 2000 de nouveau. Vendre 500, vendre 500, vendre 500, ça remet 2000. Donc là, on dit, bon, 2170, pour nous, c'est un niveau d'acheteur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de acheter. On va déterminer que ce prix-là, il y a un gros acheteur. Et la même mécanique de raisonnement à ce niveau-là. On sait qu'on va scalper cette zone-là. Et c'est ce que j'ai fait hier en scalpant. C'était très rapide, hein. C'était des ordres. À partir du moment où j'ai identifié qu'il y avait un gros vendeur qui avait énormément d'ordres à vendre, à chaque fois qu'il y avait un petit retour, je savais qu'il allait avoir le gros vendeur allait en profiter pour vendre. Donc je vendais et j'achetais. Je savais qu'il allait avoir beaucoup de flou. Il avait vendu 10 bunds à 35 à 13h11, il les a rachetés 10 bunds à 34, donc un tick à 13h12, une minute, moins d'une minute, un tick, terminé. À 22, il vend 10 à 39, à 13h22, il les rachète à 13h23, 1 minute 39, 38. Il fait un écart de cours aussi de 1 tick sur 10 lots à chaque fois. À nouveau, à 35, 36, là, ici, il vend 10 bunds à 43, à 13h35, il
les rachète quasi immédiatement à 13h36 à 43. Là, Là, j'ai flatté, ouais. plate, évidemment. Là, tu vends. Parce qu'en fait, des fois, ça ne bouge pas, top, tu décides de sortir. Voilà, là par exemple, à 43, sur le 43 le prix et 13h35. À 43, pour moi, j'étais dans une optique comme à 75. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un, lui il était vendeur, mais ça bataillait, il y avait un acheteur aussi. Donc j'étais pas trop serein, parce qu'on venait il y a un moment où le flux vendeur va se tarir. Lui, il aura exécuté tous ses lots, et une fois qu'il aura exécuté tous ses contrats, et ben, on n'est pas à l'abri que maintenant il y a un gros acheteur qui a un gros ordre à passer. Et donc la problématique c'est de se dire, est-ce qu'il a terminé de liquider tous ses contrats? Donc c'est pour ça qu'à partir de 43, je me dis, il faudra pas que j'insiste. Si je vois, parce qu'on venait de reprendre 15 points, c'est-à-dire qu'il y a un acheteur qui vient d'acheter sur 15 points, et je ne sais pas si il a plus de contrats que le vendeur. Donc, parce que si ça a remonté de 15 points, ça veut dire qu'il y a une grosse force acheteuse. Donc je me dis, il ne faut pas se retrouver à shorter et garder, parce que le flux acheteur peut être important. Donc c'est pour ça que je scratch assez rapidement. Et ensuite, 44, je vends 44, 42, pareil, 1 minute, et je fais ça en fait pendant toute la session de trading hier jusqu'à la finale. C'est ça. Et le stock, tu as fait ça aussi le stock, j'ai fait 12, 13 comme écart. C'est toujours cette mécanique. Une fois que j'ai identifié s'il y avait un acheteur et un vendeur, après, et que je commence à scalper et gagner, le problème c'est de ne pas se dire, de ne pas vouloir le dernier tixon qui va vous coûter cher.